Bien, il est 10h05, nous allons commencer donc ce séminaire sur l'extrémisme islamiste en ligne, tendance et développement. Séminaire organisé dans le cadre du RAN, le Radicalization Awareness Network, lancé par la Commission européenne il y a 10 ans. Il y a d'ailleurs eu un événement il y a peu pour célébrer le 10e anniversaire du RAN. Le RAN qui est aujourd'hui divisé en deux entités, RAN Practitioners d'un côté qui est vraiment destiné aux praticiens et puis RAN Policy Support de l'autre qui est plus destiné donc à donner des grandes orientations et des recommandations pour le personnel en charge des politiques publiques. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de réaliser ce séminaire en ligne avec deux excellentes expertes. D'un côté, Laurence Binner et de l'autre, Camille Antunes, que je vais vous présenter très brièvement. Donc, Laurence Binner est coordinatrice de JOS Project, qui est une plateforme d'analyse des discours extrémistes en ligne. Elle est également membre du Global Research Network de la direction du contre-terrorisme de l'ONU et Associate Fellow au Global Network on Extremism and Technology. Elle est par ailleurs ancienne auditrice de l'Institut de hautes études des défenses nationales en France. Et je vous invite vivement à la suivre sur Twitter et à suivre aussi le compte Djihadoscope. Vous aurez vraiment les dernières analyses et les dernières veilles sur tout ce qui est extrémisme en ligne, djihadiste, mais pas uniquement, hein, puisque le JOS Project travaille sur d'autres types d'extrémisme violent en ligne, notamment l'ultra-droite. De l'autre côté, donc, nous avons Camille Antunes. Merci d'être présente, Camille, de loin. Camille représente l'unité d'enquête et de déréférencement du Centre antiterroriste d'Europol, qui, depuis 2015, donc, a un mandat de la Commission européenne pour soutenir le travail des États membres pour tout ce qui est lutte contre le terrorisme en ligne. Vous nous présenterez, je pense, brièvement ce que c'est que cette unité d'Europol au début de votre intervention. Et au sein même de cette unité, vous êtes vous-même chargé de l'opérationnalisation des données et de l'analyse de la propagande. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez notamment travaillé longtemps en Turquie comme journaliste avant donc de vous orienter vers cette unité d'Europol. Alors, je vais donner quelques éléments de cadre avant de laisser la parole à Laurence, puis à Camille. D'abord, vous donner quelques règles sur le déroulement de ce séminaire. Chacune des intervenantes parlera 20 minutes et ensuite, ça nous laissera donc du temps, à peu près trois quarts d'heure, pour une session de discussion. C'est moi qui vais donc me faire votre porte-voix. Donc, s'il vous plaît, pour poser des questions, la manière dont il faut le faire, c'est par la fonction Q&A qui se trouve dans votre application ou sur votre écran en tout cas. Donc cette fonction Q&A est vraiment pour poser les questions de fond. Vous pouvez le faire anonymement d'ailleurs et je ne mentionnerai pas forcément votre nom ni votre affiliation. C'est important, c'est vraiment plus le fond des questions et j'essaierai de regrouper certaines questions qui vont bien ensemble. Et la fonction chat, quant à elle, que vous avez aussi sur votre écran, est plutôt à utiliser pour des problèmes, si vous avez des problèmes techniques et l'équipe de radar qui est présente dans les coulisses pourra s'évertuer à résoudre ces problèmes techniques éventuels. Donc vraiment utilisez s'il vous plaît la fonction Q&A pour poser vos questions. Vous pouvez le faire tout au long des présentations et je me ferai ensuite donc votre porte-voix. Ce que je dois dire aussi, c'est que cet événement est enregistré et sera très probablement rediffusé ultérieurement et c'est aussi pour ça que donc je vous offre cette possibilité d'anonymat dans vos questions si jamais vous ne souhaitez pas apparaître publiquement. Il y aura par ailleurs, et c'est le dernier élément un peu formel et technique et logistique, un petit questionnaire qui sera distribué à la fin de cette session et pour voilà, connaître votre avis et avoir vos retours pour pouvoir améliorer éventuellement de futurs webinaires. Donc merci si vous avez l'occasion de rester jusqu'au bout de remplir ce questionnaire. Quelques éléments de contexte brièvement sur le sujet, donc l'extrémisme islamiste en ligne. Alors, il se trouve que moi, j'avais publié en 2015 une étude qui s'appelait Web social et djihadisme du diagnostic au remède, qui est d'ailleurs disponible sur le site de l'Institut français des relations internationales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a proposé de modérer cette session. Alors, à l'époque, le contexte général était le suivant. On avait des djihadistes qui étaient très habiles dans l'utilisation des réseaux sociaux et qui étaient très, très habiles historiquement dans l'utilisation d'Internet.
puisque dès les années 90, hein, vous aviez des sites web classiques qui étaient utilisés par des sympathisants d'Al-Qaïda, puis au tout début des années 2000, avant le 11 septembre, par Al-Qaïda en tant que tel, donc il y avait un site web officiel. Ensuite, ce djihadisme qu'on a appelé le djihadisme 1.0 s'est adapté au nouveau contexte et à l'apparition du web 2.0. Donc ça a donné le djihadisme 2.0 avec notamment la multiplication des forums djihadistes. Forums qui étaient essentiellement en arabe, mais aussi dans d'autres langues. On avait notamment un forum francophone qui a été fermé depuis, qui était Ansar al-Haq, avec d'ailleurs des parcours intéressants de modérateurs de ce forum qui sont passés du djihadisme en ligne au djihadisme in real life. Après, on a eu une troisième phase, le djihadisme 3.0, qui a été un passage des forums aux réseaux sociaux. Et là, on a vraiment ça au début, notamment de la guerre en Syrie, où les grands réseaux sociaux, comme Facebook ou autres, sont utilisés à l'époque par les djihadistes comme une véritable plateforme opérationnelle, et notamment beaucoup pour recruter, mais aussi pour diffuser des grandes orientations stratégiques et des conseils tactiques, voire pour se financer. Et puis ensuite, les grands réseaux sociaux ayant adopté des mesures plus sévères et les États et organisations internationales étant aussi davantage engagés dans la lutte contre ce phénomène, il y a eu une moins grande présence des djihadistes sur ces plateformes et on est passé au djihadisme 4.0 avec l'utilisation d'applications chiffrées. À l'époque de mon étude en 2015, c'était surtout Telegram qui commençait à être beaucoup utilisé par les djihadistes. Et face à ce phénomène vraiment croissant d'utilisation d'internet et et des réseaux sociaux, des applications chiffrées par les djihadistes, 3 méthodes ont été utilisées par les États et les organisations internationales pour lutter. D'abord, la suppression de contenu et le déréférencement. On en reparlera plus tard avec Camille en Tunis. Ensuite, l'infiltration et la disruption. Et puis, le contre-discours. Donc voilà, si vous voulez, là où on en était il y a quelques années. Et évidemment, Laurence va nous expliquer comment le djihadisme en ligne s'est déployé depuis lors. Et Camille en Tunis reviendra plus spécifiquement sur la réponse. Maintenant, le contexte plus général du terrorisme actuel, c'est évidemment une menace djihadiste qui reste vivace, et ce malgré la perte par Daesh de son sanctuaire syro-irakien. L'organisation n'est plus aujourd'hui capable de projeter des commandos comme ça a pu être le cas en 2015-2016 en Europe, mais on a toujours des attaques régulières par des individus qui ne sont pas forcément liés de façon directe et opérationnelle à une organisation, mais qui se reconnaissent dans le projet djihadiste général. On parle souvent de lone actors, à ne pas confondre avec des loups solitaires, des lone wolves. C'est vraiment des notions assez différentes, assez fondamentalement différentes. Et ces lone actors sont bien souvent inspirés justement par ce qu'ils voient en ligne, hein, d'où l'importance du séminaire d'aujourd'hui et la nécessité de suivre les évolutions de cette propagande en ligne pour mieux adapter la réponse. Le contexte, par ailleurs, plus large du terrorisme en Europe, c'est la multiplication d'attentats ou de projets d'attentats provenant d'autres mouvances que la mouvance djihadiste, avec d'ailleurs parfois des phénomènes de mimétisme et de miroir entre ces mouvances-là. Et on voit que si en France, on reste très focalisé sur la mouvance djihadiste, qui est de loin encore la menace la plus importante sur notre pays, d'autres pays européens sont davantage centrés sur d'autres menaces, que ce soit la menace d'ultra-droite, la menace d'ultra-gauche, et de plus en plus, on parle d'une menace provenant de mouvements anti-élites, anti-système, liés notamment à la crise du Covid et aux mesures sanitaires, au développement des théories du complot, etc. Le nouveau coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne considère véritablement que ces mouvements font partie de son spectre. Mais pour nous, en France et dans quelques autres pays de l'Union européenne, c'est vraiment la mouvance djihadiste qui reste prédominante, d'où l'importance du séminaire d'aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je laisse immédiatement la parole à Laurence Binner pour donc 20 minutes de présentation. Laurence, the floor is yours. Merci Marc. Bonjour, vous m'entendez bien? Merci Marc et merci à Aram et à Radar pour l'invitation. Alors Marc a déjà dit beaucoup de choses dans son introduction, mais je vais quand même reprendre quelques points sur la façon dont la propagande a évolué au cours des 10 dernières années en termes de déploiement et en termes de rhétorique.
Ensuite, je vais dresser un état des lieux de cette propagande à l'heure actuelle. Et pour finir, je terminerai sur le corollaire de cet état des lieux, qui est en fait la manière dont on accède aujourd'hui à cette propagande, de sorte à permettre aux praticiens de la lutte contre l'extrémisme violent de réfléchir en termes de prévention. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par un bémol sur la radicalisation en ligne. Je crois que c'est toujours important de rappeler que la radicalisation en ligne, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la radicalisation. La radicalisation, c'est un phénomène qui est multifactoriel, qui est complexe, et en fonction des parcours, on peut avoir la proéminence, la dominance de plusieurs facteurs. Le facteur religieux, le facteur idéologique, le terreau psychologique, le facteur socioculturel, le cadre familial, les rencontres, les ruptures de la vie également, l'influence d'amis, etc. D'ailleurs, tous ces facteurs ne s'excluent pas mutuellement et au sein d'un même parcours, on peut rencontrer la juxtaposition de plusieurs facteurs. Et au milieu de tout ça, la propagande va également jouer un rôle, mais ça va davantage être un rôle d'accélérateur du processus, d'alimentation du processus. Et je dirais que c'est, à de quelques exceptions près, rarement le déclencheur du processus. Néanmoins, après un passage à l'acte, l'analyse de la téléphonie et de l'informatique des assaillants montre que quasi systématiquement, il y a eu consommation de propagande en amont de ce passage à l'acte, parfois consommation compulsive et parfois même consommation juste avant le passage à l'acte. Et donc, on peut dire que la consommation de cette propagande, chez certains, peut accompagner la bascule dans l'action violente. Voilà pour le bémol. Donc, consommation de propagande, en général, n'est pas déclencheur du processus de radicalisation, mais la consommation de propagande peut accompagner la bascule dans l'action violente. Voilà. Donc, ce bémol étant établi, je vais faire un retour. Marc en a parlé brièvement, mais je vais faire quand même un retour sur la manière dont l'État islamique a, en quelque sorte, révolutionné la propagande en ligne qui existait depuis les débuts d'Internet. En fait, on va dire que l'État islamique, c'est le groupe qui a le plus investi dans ce champ de conflictualité. Alors, dès les débuts d'Internet, les groupes djihadistes, Al-Qaïda en particulier à l'époque, l'ont immédiatement adopté. Ça permettait évidemment de communiquer à grande échelle, de manière instantanée, de manière peu coûteuse. Et surtout, ça leur permettait de s'affranchir des filtres éditoriaux qui étaient constitués par les grands médias par lesquels ils transitaient, par lesquels leur contenu transitait jusqu'alors. Et donc, ça leur permettait évidemment de communiquer avec une audience cible de manière directe, de manière désintermédiée, précisément à une période où, au milieu des années 2000, on était à l'époque des forums à ce moment-là, où l'autonomisation des cellules était encouragée par le groupe. Donc, on a eu vraiment concomitance entre ce web participatif et l'autonomisation des cellules. Cette désintermédiation, évidemment, va s'intensifier avec l'usage des réseaux sociaux, où la communication s'horizontalise encore plus, où chacun a son propre média au niveau individuel, etc. Je dirais que jusqu'au début des années 2010, on était face à une propagande qui était plutôt parcimonieuse, plutôt élitiste, avec des discours un peu statiques, ex cathedra. Et c'est ça que l'État islamique va bouleverser. L'État islamique vise plusieurs choses, mais notamment l'État islamique visait à l'époque à devenir un leader de marque sur le marché du djihad, sur le marché cognitif du djihad. Et il visait également à peupler le califat qu'il comptait instaurer. Et à cet effet, le groupe va mettre en place une machinerie qui va engendrer une propagande de consommation de masse. Al-Qaïda, il fallait aller chercher cette propagande, alors que l'État islamique, c'est la propagande qui va venir jusqu'à nous grâce à une production de masse, grâce à une distribution massive et bien organisée, et grâce à une rhétorique puissante, à une rhétorique accessible. Je vais
dire quelques mots sur ces trois grandes forces de la propagande de l'État islamique. Alors d'abord, une production volumineuse, une production massive. On est face à une volumétrie qui, à l'époque de l'apogée du califat médiatique, était complètement inégalée, totalement inégalée jusqu'alors. On était en août 2015 à plus de 700 publications médias uniques dans le mois, donc c'est absolument faramineux. Les grandes plateformes à l'époque, qui d'ailleurs n'intervenaient pas, sont envahies. Donc on est vraiment face à une stratégie de débordement et une déferlante de cette production sur les grands réseaux sociaux. Cette production, en plus d'être volumineuse, elle va être variée et elle va cibler une grande variété d'audiences. On a du texte, on a des vidéos, on a des enregistrements, on a des communiqués, des magazines qui ont un design de qualité. On a de la poésie, des anachides, c'est-à-dire des chants a cappella, et un fait important pour l'État islamique, on a un usage systématique de l'ultraviolence qui est assez inédit. On pourra en reparler plus tard parce que c'est un des grands marqueurs de la propagande de lui. Donc on voit des supports et un type de propagande qui ne font plus appel que à des ressorts intellectuels, idéologiques ou cérébraux, mais également à des ressorts émotionnels. Et ça, c'est fondamental auprès d'un public souvent jeune qui est touché par cette propagande. Donc ça, c'est au niveau de la production. Au niveau de la distribution, on est dans une distribution qui est très accessible, à la fois en termes de surface de contact entre les contenus et l'audience cible. À l'époque où ces publications étaient diffusées sur les grands réseaux sociaux, c'était très facile d'y avoir accès. Donc à la fois en termes de surface de contact, mais en termes également d'intelligibilité. C'est-à-dire que les contenus sont accessibles dans le sens où ils sont compréhensibles parce qu'ils sont traduits de manière systématique dans plein de langues. On a le magazine Roumia qui était traduit dans plus de 15 langues. Donc, évidemment, des contenus très appropriables par l'audience cible. Et tout cela alimenté par une rhétorique très puissante, des narratifs très puissants autour d'un certain nombre de thématiques qui vont trouver une résonance auprès de notre jeune public, dans les pays occidentaux notamment. Alors des thématiques qui sont variées et qui reviennent régulièrement comme des leitmotivs et qu'on a l'habitude de classer en deux catégories, les facteurs attractifs vers le djihadisme et les facteurs répulsifs vis-à-vis de notre société. Donc on pourra à nouveau revenir là-dessus un peu plus tard, mais en deux mots, les facteurs attractifs, c'est l'utopie califale, c'est la gloire retrouvée, c'est la possibilité de vivre pleinement son islam, c'est la contribution à un grand projet avec toute l'aventure qui va avec, c'est la vie dans le califat avec les succès militaires, etc., etc. Et les facteurs répulsifs, ça va être davantage autour de la victimisation du monde musulman, la guerre contre l'islam, qui serait menée à la fois au niveau idéologique, religieux, mais également au niveau cinétique avec les interventions militaires, l'impossibilité de vivre pleinement sa religion en termes non islamiques, avec l'idée d'un islam qui serait persécuté, etc., etc. Et avec, en arrière-fond, la grande idée que l'État islamique est une avant-garde, un groupe d'élus qui éclaire la voie et qui serait le seul recours par rapport à cette agression. Voilà, donc tout ça, c'est un discours qui est très attractif auprès d'une audience qui n'a pas forcément le succès qu'elle désire, l'ancrage social qu'elle désire, des perspectives, et avec cette idée qu'il est possible quelque part de prendre une revanche sur la vie, de prendre son destin en main en s'engageant dans cette idéologie-là. Voilà, donc tous ces facteurs ont fait que la propagande de l'État islamique a été un vrai game changer en termes de djihad médiatique et a un peu révolutionné cette propagande en ligne. Alors maintenant, qu'en est-il à l'heure actuelle de cette propagande et comment est-ce qu'on peut y accéder? Alors il y a eu des évolutions positives par rapport aux années que je viens d'évoquer, c'est-à-dire 2000, en gros 2013, 14, 15. Mais il y a eu également des évolutions qui sont moins positives. En quelque sorte, la propagande s'est adaptée puisque
même si c'est de manière différente, on peut toujours tomber dans des écosystèmes radicalisés. Alors, dans les évolutions positives, par rapport aux facteurs clés de succès de la propagande de l'État islamique que je viens d'évoquer, eh bien, le volume est moindre, la qualité est moindre et l'accessibilité n'est plus du tout ce qu'elle était. Alors, en termes de volume, évidemment, il y a une contraction de la propagande qui s'explique par tout un tas de raisons. Des responsables médias qui ont été tués, le groupe qui est passé en mode insurrectionnel, et donc avec beaucoup moins de liberté d'action pour les médias, moins de ressources à dédier à ce champ de conflictualité, ce qui engendre également une baisse de la qualité, etc. etc. Donc une production qui s'est largement contractée. Elle vient s'ajouter une moindre accessibilité, et cette moindre accessibilité s'explique par des interventions successives et continues des plateformes et des autorités. Alors, la première intervention s'est faite à fin 2015 sur les grands réseaux sociaux, en fait après les attentats de Paris de janvier et de novembre 2015. On est intervenu, donc les grands réseaux sociaux sont intervenus, Facebook, Twitter, pour supprimer des comptes, des groupes, des pages. Et on a vu, suite à cela, une migration de la propagande de ces grands réseaux sociaux vers des applications de messagerie chiffrée type Telegram. C'est le web 3.0 qu'évoquait Marc tout à l'heure. Donc un repli vers ces applications un peu plus confidentielles où sur Telegram, l'État islamique a vécu, on va dire, de manière plutôt tranquille entre 2016 et 2019. Et alors 2019, c'est la deuxième vague d'intervention marquante contre cette propagande qui a été la propagande de l'État islamique de Telegram de manière assez massive. L'opération était d'abord dirigée contre l'État islamique, mais ensuite s'est étendue à la propagande d'Al-Qaïda. Et actuellement, suite à cette opération, la propagande a pris refuge sur des plateformes qui sont encore plus confidentielles, où elle estime jouir d'une plus grande stabilité, d'une plus grande longévité. Donc en fait, on a, depuis les années 2014-2015, on a désormais un endiguement, un confinement de cette propagande de l'État islamique et également de celle d'Al-Qaïda qui s'est également confinée en fait sur le même type de plateforme. Alors bien sûr, il y a toujours cette volonté de la part de l'État islamique d'émerger sur des réseaux sociaux qui ont beaucoup plus d'ampleur auprès d'un large public, qui sont des plateformes plus virales, les contenus peuvent être plus amplifiés, plus partagés. Donc il y a toujours cette volonté d'émerger sur les réseaux sociaux grand public, de rester sur Telegram, qui est une plateforme confortable, mais avec cette volonté rentre en tension, en quelque sorte, avec la nécessité pour eux de rester sur des plateformes qui sont stables, où ils peuvent jouir d'une bonne longévité en termes de sécurité opérationnelle. Voilà, donc ils continuent à essayer d'émerger, mais ça se produit de manière beaucoup plus difficile qu'avant, de manière beaucoup plus furtive qu'avant. Et ça, c'est fondamental en fait pour la question qui nous intéresse, parce qu'il est désormais beaucoup plus difficile de trouver des contenus djihadistes si on n'a pas l'URL de ces contenus en amont. C'est beaucoup plus difficile de rentrer en contact avec cette propagande, alors que c'était quasiment immédiat en 2014-2015. Ça, c'était pour les évolutions positives, mais néanmoins, on peut toujours rentrer en contact avec cette propagande, ou à minima pénétrer des écosystèmes radicalisés. Et ça se produit par plusieurs biais. Par la propagande officielle toujours, et par la propagande non officielle. Alors, par la propagande officielle, pourquoi? Parce que, eh bien, celle-ci n'est pas éradiquée. Elle est diminuée, elle est confinée, mais elle n'est pas éradiquée. On a un fonds de commerce de la propagande de l'État islamique qui fonctionne toujours. On a toujours des communiqués, on a toujours la publication hebdomadaire de la lettre An-Naba, une fois par semaine.
dont les éditoriaux et dont les infographies sont traduits dans un certain nombre de langues. Alors évidemment, ce n'est pas les grandes traductions de Rumia de l'époque, néanmoins, il y a toujours ces éléments-là qui sont présents en ligne. Et bon, ensuite, à côté de ça, il y a également la propagande d'Al-Qaïda qui, elle, a été beaucoup moins affaiblie en termes médiatiques. Mais si on se concentre sur l'État islamique, en plus de ce fonds de commerce, si j'ose dire, on a des poussées ponctuelles de propagande avec des campagnes qui sont organisées en ligne et qui peuvent toucher différents thèmes. Des thèmes qui sont propres à l'État islamique et des thèmes qui sont plutôt propres à l'actualité internationale. Par exemple, dernièrement, il y a eu une campagne sur les femmes prisonnières dans les camps déplacés qui a donné lieu à un véritable surge de publications avec des hashtags dédiés, avec des posters, avec des communiqués, avec des vidéos, etc. À côté de ça, des événements internationaux qui concernent de près ou de loin la sphère djihadiste font également l'objet de campagnes en ligne et donc de poussées de propagande. On peut citer récemment les talibans, on peut citer le conflit israélo-palestinien, mais également le coronavirus, Black Lives Matter aux États-Unis, etc. Et donc chaque groupe va se saisir de ces actualités-là pour les réécrire à l'aune de ses propres rhétoriques, pour alimenter en fait ses propres discours de manière assez plastique. Voilà, donc la propagande officielle, elle est toujours bien là, même si elle est davantage confinée. Je dirais que la grande évolution, c'est l'augmentation de la propagande non officielle, c'est-à-dire non officiellement reconnue par l'EI, qui a en quelque sorte pris le relais des fondations médiatiques officielles. Alors, cette propagande a toujours existé, hein, même à l'apogée du califat. On avait des agences qui étaient non officielles, qui relayaient des contenus, qui partageaient, qui amplifiaient, qui produisaient également leur propre contenu. Mais actuellement, je dirais que la part de ces agences a augmenté. Et donc, on est face à l'émergence de fondations qui publient avec des logos inédits, avec des templates inédits, des maquettes inédites, hein, des noms inédits. Et c'est toute la difficulté des plateformes et des autorités parce que elles sont plus difficiles à identifier. Alors parfois, ces fondations publient des contenus violents, graphiques, donc là c'est un petit peu plus facile à repérer, mais parfois elles publient dans d'autres types de gammes et elles publient des contenus qui sont plutôt non violents. Euh, et ces contenus-là peuvent être également très problématiques. Ils peuvent être très problématiques parce que, en fait, ces contenus contribuent à banaliser euh, une rhétorique de rejet de la démocratie libérale, une rhétorique de désaffiliation par rapport aux valeurs républicaines, et puis ça banalise une certaine vision de la religion qu'il s'approprie. Et parfois, on a des personnes qui suivent ces fondations médiatiques-là sans savoir qu'il peut s'y glisser en fait des contenus djihadistes et qui peuvent être canalisés vers des écosystèmes beaucoup plus radicaux, un peu presque à leur insu. En fait. Donc, ces éléments de soft content sont assez problématiques. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une très bonne étude d'Europol de 2019 sur les soft content et tous ces éléments-là qui sont problématiques. Je vais pas tarder à conclure pour maintenir les délais. Et pour conclure, j'aimerais élargir encore la problématique actuelle parce que au-delà de la propagande djihadiste et au-delà de la propagande islamiste radicale en ligne, globalement, on est face à un discours en ligne qui s'est brutalisé. La présence en ligne de contenus ultra-violents dans les années, début des années 2010, milieu des années 2010, en fait, quelque part, a repoussé la frontière de ce qui était acceptable. Et des contenus qui nous auraient encore paru extrêmement choquants il y a 10 ans, eh bien, en valeur relative, sont moins choquants, comme si notre capacité d'indignation s'était émoussée
par rapport à l'ultra-violence. Et donc, finalement, euh, on finit en quelque sorte par s'accommoder de contenus haineux, violents, dégradants, etc., avec l'installation en ligne d'une sorte de violence dégradée. Et dans cette même idée, euh, en septembre 2019, il y a eu l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 et il y a eu la republication des caricatures. Et cette republication a donné lieu à une flambée ponctuelle, enfin ponctuelle, pas si ponctuelle que ça parce que ça a quand même duré plusieurs mois, donc une flambée de propagande anti-française dans la sphère djihadiste, mais également en dehors de cette sphère, avec des personnalités politiques, religieuses, qui ont eu des déclarations très violentes vis-à-vis de la France. Et cette violence-là est sortie, en fait, des sphères djihadistes. Et d'ailleurs, on a vu qu'en France, les passages à l'acte depuis un an sont sortis de la sphère djihadiste stricto sensu et ne sont pas le fait d'individus djihadistes. Il n'y a pas eu de couple allégeance-revendication. C'est sorti un peu de cette sphère-là. Voilà, donc globalement, un discours en ligne qui s'est brutalisé. Et je finirai par les éléments avec lesquels Marc a terminé tout à l'heure. En ligne, une sphère adverse, c'est-à-dire à l'autre bout du spectre, on a l'ultra-droite, une sphère adverse qui, en termes de violence, n'a rien à envier à la sphère djihadiste, qui partage également des contenus extrêmement violents, qui partage également des contenus djihadistes, qui les encapsule en fait dans sa propre propagande pour radicaliser sa propre audience, qui contribue encore à cette brutalisation du discours en ligne et qui contribue à la polarisation de la société. Voilà, donc je crois que en fait le débat sur la radicalisation en ligne est en fait plus large et plus complexe que le seul fait des djihadistes et des islamistes radicaux et doit être repensé quelque part de manière plus vaste et plus large. Voilà. Merci Merci. pour votre écoute. Merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment passionnant et en plus, tu as tenu 20 minutes, donc c'est parfait. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez utiliser la fonction Q&A pour adresser vos questions à Laurence et je me ferai donc votre porte-voix. On va passer à la présentation de Camille Antunes tout de suite. Simplement, Laurence, je te communique déjà quelques questions, ce qui te permettra de te préparer. Tu apprécieras ce geste. Il y a d'abord des questions très factuelles, et notamment sur les nouvelles plateformes. Tu as expliqué que Telegram avait mené des actions de lutte de son côté et que du coup, il y avait eu une évolution vers d'autres plateformes. La question, c'est est-ce que tu peux citer quelques-unes de ces plateformes et peut-être expliquer si certaines d'entre elles ont un usage spécifique pour les djihadistes ou est-ce que dans le fond, ils les utilisent de manière indifférenciée par opportunisme et pragmatisme. Là où ils ne sont pas chassés, ils vont, mais sans nécessairement qu'il y ait une utilisation spécifique par plateforme. Et est-ce que peut-être ils morcellent les messages pour essayer de perdre un peu le contre-terrorisme? Enfin, est-ce qu'ils ont des méthodes pour essayer de passer un peu plus inaperçus? Autre question dans la même veine, là, tu as beaucoup parlé de propagande, mais dans le fond, est-ce qu'il y a aussi une utilisation de ces outils numériques pour de la communication plus opérationnelle, pour passer à l'acte? Et dans ce cas-ci, comment se fait le passage de la communication un peu grand public, pour trouver différents niveaux de sympathisants? Et parmi ces sympathisants, il peut y avoir des personnes susceptibles vraiment de passer à l'acte. Comment se fait le lien entre la propagande un peu large et puis la propagande plus, enfin, pas la propagande pour le coup, mais l'action plus opérationnelle, la communication plus opérationnelle en vue d'une attaque éventuelle. Autre question que je te soumets d'emblée, c'est les différences entre Al-Qaïda et Daesh en ligne. Est-ce que tu peux peut-être un peu les pousser? Alors pas historiquement, mais plus sur ce que tu peux observer ces derniers mois et ces dernières années. Est-ce qu'on note des différences sensibles dans l'utilisation des réseaux par ces deux groupes ou des applications chiffrées par ces deux groupes? Autre point, c'est sur l'aspect régional, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une communication aussi par théâtre.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire comment communique à la fois le IGS, mais le GSIM au Sahel, par exemple, et comment ça s'intègre dans la propagande plus globale et dans l'image de marque plus globale de Daesh et d'Al-Qaïda. Et puis, encore une question que je te soumets qui est sans doute assez compliquée, qui touche à ce que tu as dit à la fin. C'est le lien entre islamisme et djihadisme. Donc, on a toute cette rhétorique actuellement en France sur le continuum entre islamisme, séparatisme et djihadisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes en ligne au-delà de ce que tu as déjà dit? Et si oui, comment se manifeste ce continuum? Il y a une question qui vient d'arriver sur le fil, donc je la pose aussi tout de suite. C'est sur le rapport d'Europol, donc ça permettra en plus de faire une transition avec Camille, sur les soft contents. Est-ce que la référence de ce rapport peut être communiquée et est-ce qu'il est possible enfin, je pose la question telle qu'elle a été donnée. Cette notion semble particulièrement intéressante, donc soft contents, pour explorer les porosités des contenus extrémistes entre pure manipulation de groupes organisés et contenus plus libres, entre guillemets, de type conspiration, etc. Donc, est-ce que soit toi, soit Camille, peut détailler ce contenu de soft contents? Voilà pour les questions. Réserve tes réponses pour la suite. Je passe tout de suite la parole à Camille pour une vingtaine de minutes également. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? On vous entend, Camille, merci. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis désolée, je ne peux pas utiliser de caméra car je suis en mission actuellement. Je vais essayer d'être concise et de vous donner peut-être une idée du travail que nous faisons. Je pense que Laurence a déjà exploré pas mal de choses qui nous concernent directement. Peut-être pour commencer, je vais très rapidement expliquer quelle est la mission de notre unité à l'intérieur du centre antiterroriste de Europol. Nous avons un mandat qui nous a été délivré par la Commission européenne afin de centraliser et faciliter le déréférencement de contenus terroristes en ligne. Nous sommes concentrés jusqu'à présent sur le contenu djihadiste en ligne, mais nous travaillons aussi sur tout ce qui est lié à l'extrême droite et au mouvement Incel. À partir d'aujourd'hui. Mais il est vrai que sur ces dernières années, nous nous sommes plutôt concentrés sur l'analyse de la propagande djihadiste. Notre mandat et notre mission première est toutefois le support aux enquêtes des États membres pour faire face à la menace djihadiste et notamment soutenir les enquêtes que je dirais physique, en permettant de faire l'environnement virtuel des personnes qui suscitent un intérêt ou qui sont suspectées de vouloir passer à l'acte dans les États membres. Donc notre unité a pour mission de faire l'état des lieux de ce qui se passe en termes de propagande et d'envisager la menace sous l'angle de la possibilité de faire aussi des actions qui nous permettraient non seulement de repousser ce contenu, mais également d'identifier les personnes qui sont responsables de la création et de la diffusion de ce contenu. Pour nous, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit pour les groupes terroristes djihadistes d'une partie essentielle de leur stratégie militaire, cette guerre de l'information qui est menée par les groupes terroristes et qui a été, je dirais, masterisée par l'État islamique est partie entière de leur agenda politique. Il s'agit non seulement de diffuser de la propagande, mais d'organiser des cellules de communication afin de recruter des potentiels djihadistes qui seraient capables de passer à l'action, mais aussi de donner un sentiment d'appartenance à des gens qui pourraient être séduits par l'agenda de ces groupes djihadistes.
Pour nous, il est clair que cela passe par l'organisation de leurs outils de communication. Donc, comme Marc l'a rappelé, moi j'ai travaillé comme journaliste quand j'ai rejoint Europol. Il a été très intéressant pour moi de commencer à travailler sur un des atouts majeurs de la communication de l'État islamique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère me concentrer sur un exemple concret de ce que nous faisons, nous essayons de faire avec les États membres, en aidant les États membres à essayer de cibler la stratégie de communication de l'État islamique. Donc l'agence de presse AMAC, qui est malheureusement très connue, est un atout majeur pour inciter la communauté djihadiste à commettre des attaques. Et il s'agit d'une communication, une stratégie de communication extrêmement bien ficelée qui a, excusez-moi si parfois je ne trouve pas mes mots en français, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler en anglais sur ce sujet, je suis vraiment désolée. Donc il s'agit vraiment de reproduire les codes de communication de nos médias, je dirais traditionnels, et de 2014, à partir de la couverture du siège de Kobané jusqu'en 2018, l'agence de presse AMAC a agi comme un amplificateur du message politique et du message d'incitation que l'État islamique voulait faire passer. L'agence AMAC est aujourd'hui encore bien présente, a le même objectif et utilise encore les mêmes codes de communication. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la façon dont on peut trouver ce contenu et comment ce contenu est diffusé. Et pour cela, je vais vous expliquer en fait quels sont le type d'actions que nous avons coordonnées au niveau d'Europol à la demande des États membres. Donc, nous avons fait l'étude pendant quelques années de toute l'infrastructure qui a servi à héberger le contenu de l'agence de presse. Il s'agissait fin 2015 d'une application mobile pour Android que nous avons tenté et que nous avons réussi à démanteler à l'été 2016. Donc quand je dis nous, je dis les agences et les forces de l'ordre qui se sont rejointes pour essayer de faire en sorte que cette infrastructure soit démantelée. Donc d'abord une application Android, puis un site web, et avec l'apparition de la réutilisation des contenus qui pouvaient être créés par les lone acteurs donc je reviens sur lone acteur, pas loup solitaire, lone acteur qui revendiquaient des attaques terroristes dans nos États membres, l'apparition aussi d'une infrastructure bien plus résiliente qui, elle, était donc hébergée sur de multiples serveurs avec des techniques d'anonymisation toujours plus complexes. Donc nous avons travaillé à identifier ces serveurs, à identifier les personnes qui étaient responsables du management, de l'administration de ces serveurs, et en même temps le travail des forces de l'ordre sur le terrain a permis aussi de repousser les opérateurs médias de l'État islamique et donc réduire leur accès à Internet et leur possibilité d'administrer tout un champ, toute une piscine de serveurs qui permettait au contenu de rester très stable. Il faut savoir que ces serveurs n'étaient pas l'unique source ou l'unique lieu où trouver la propagande de AMAC, puisque l'idée c'était vraiment de la diffuser plus largement, donc sur les réseaux sociaux, et de permettre l'accessibilité de ce contenu à tous, et notamment à nos médias pour qu'ils puissent s'en faire l'écho. Mais la destruction de ces serveurs avait aussi comment dire,
l'attribution de ces serveurs nous a permis aussi de contredire un agenda politique qui, à l'époque, était plus fixé sur l'idée d'une stratégie d'État-nation, d'apparaître comme un véritable acteur de la scène internationale, en ayant comme ça des structures très stables. La diffusion du contenu de l'État islamique, de son passage vers des serveurs très stables aux applications chiffrées telles que Telegram, est aussi le fait de la problématique qu'ils ont subie sur le champ de bataille, et donc la nécessité d'apparaître comme un mouvement alternatif et non plus comme un État-nation, et donc d'utiliser les plateformes qui permettaient aussi de donner cette définition du groupe. Dès 2015, ils ont commencé à utiliser ces plateformes chiffrées, mais comptaient beaucoup plus pour la diffusion de tout type de contenu officiel sur leur serveur. Après 2015 et vraiment début 2007, avec l'apparition d'une massive piscine de chaînes et de groupes de l'agence Nashir News, qui centralisait la diffusion de tout le contenu officiel de l'État islamique, le mouvement est devenu un mouvement beaucoup plus attirant pour la mouvance djihadiste qui se veut alternative à l'État-nation, surfant toujours sur la vague de la victimisation ou de la possibilité d'un projet, d'une aventure alternative à nos démocraties libérales. Donc, à partir de 2017, nous avons commencé à faire l'étude en fait cette nouvelle stratégie de communication qui surfe clairement sur la vague de mécontentement de la Oumma, mais pas seulement de la Oumma. Et il était important pour nous donc de quelque part aussi travailler sur la rhétorique et comprendre comment cela avait pu être possible, comment Telegram avait pu être aussi investi pour la diffusion systématique du contenu et des publications. Il faut savoir que l'agence Nashir ne produit pas spécialement de contenu, ça a été très 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 rare, et en fait c'est essentiellement encore une fois, le miroir de nos outils de communication aujourd'hui, avec les chaînes d'information en continu, le 24/7, où nous avons comme ça un flux de propagande officielle qui a été longtemps maintenu sur Telegram grâce aux chaînes de propagande Nashir News. Ce qu'il était intéressant pour nous de comprendre, afin de pouvoir peut-être faire quelque chose et donc muscler notre coopération avec les hébergeurs en ligne, c'était d'étudier en fait la diffusion du contenu et comment cela était possible. Donc nous avons étudié pendant 2 ans avec les forces de l'ordre européennes qui étaient intéressées par ce type de large déréférencement de contenu djihadiste, la diffusion notamment du magazine Al-Nama, mais nous avons travaillé énormément sur les bannières et les communiqués de revendication afin d'identifier le meilleur moment pour travailler avec Telegram et leur demander de déréférencer le contenu en fonction des conditions générales de la plateforme. Il s'agit pour nous de permettre aux plateformes d'identifier le modus operandi et la sécurité opérationnelle qu'offre leur plateforme à ce genre de contenu et comment pouvoir donc si je puis me permettre, tacler cette sécurité opérationnelle qui s'établit comme ça sur les hébergeurs en ligne. Donc nous avons étudié la diffusion du magazine Al-Naba, identifié effectivement qu'à l'époque, en 2018 et 2019, le magazine apparaissait d'abord dans des chaînes privées pour être ensuite transféré sur des chaînes publiques et faire son bonhomme de chemin au milieu des groupes plus ou moins marqués ou branded pro-État islamique sur Telegram, puis sur les autres plateformes de réseaux sociaux, avec le soutien notamment de sites web ad hoc ou plutôt performants et plutôt administrés de façon
résiliente sur des serveurs très anonymisés, et aussi l'utilisation et l'abus de plateformes décentralisées qui ne permettent pas de déréférencement direct, puisque il s'agit de services sur des serveurs qui sont directement administrés par des soutiens de l'État islamique. Donc il était pour nous essentiel d'étudier la diffusion de ce contenu et de savoir où aussi nous pourrions identifier les personnes responsables de tout cela. Il faut savoir que Telegram ne répond pas aux ordres judiciaires qui peuvent être, aux réquisitions judiciaires qui peuvent être faites par les États membres. Et donc, il était important pour nous de trouver un autre moyen, et notamment les URL qui étaient postés en même temps que le magazine ou les communiqués pouvaient nous permettre, donc à l'époque, de pouvoir identifier les personnes responsables de tout cela. Donc nous avons fait un ordre de priorité et nous avons organisé un large Referral Action Day, une grande journée de déréférencement qui a été préparée pendant plus d'1 an avec les États membres et leur contribution à la confirmation des hypothèses émises sur plusieurs mois. Nous avons décidé donc de travailler avec Telegram. Nous avons approfondi notre coopération pendant des mois. Nous leur avons proposé de leur donner une cartographie en fait du réseau qui soutenait l'agence de presse Nashir, et donc ainsi entre le jeudi et le vendredi, juste après la diffusion du magazine Al-Naba, nous avons envoyé à Telegram pour qu'ils puissent revoir par rapport à leurs termes et par rapport à leurs conditions générales d'utilisation le contenu que nous avions cartographié pendant quelques mois. Nous avons fait la même chose avec ce qu'on appelle l'écosystème de diffusion, les plateformes telles que Twitter, Instagram et autres plateformes de réseaux sociaux qui permettent la rediffusion du contenu qui était d'abord lancé sur Telegram à l'époque. Et puis, nous avons travaillé aussi au démantèlement de certains serveurs qui avaient été identifiés comme des répertoires de cette propagande. Donc nous avons suivi les URL aussi pour pouvoir faire de ce qu'on appelle Open Sources Intelligence, donc pour pouvoir arriver à une identification aussi des personnes responsables de la diffusion de ce contenu. Et donc au final, nous avons réussi à quelque part avec la coopération des plateformes et la motivation des États membres à faire en sorte qu'il n'y ait plus comme ça une espèce de sanctuaire opérationnel pour la diffusion de la propagande unidirectionnelle de l'État islamique sur Telegram. Depuis, évidemment, nous continuons à essayer d'analyser la façon dont le message est diffusé, et il est important de noter que Telegram reste une plateforme utilisée, mais qu'aujourd'hui l'environnement repose sur de multiples plateformes, et je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de trouver une seule source permettant d'avoir comme ça l'intégralité des informations, mais il est possible en multipliant l'observation sur de multiples plateformes d'avoir comme ça une image globale du contenu. Alors, pour cela, il est intéressant pour nous, en tant que représentants des forces de l'ordre, de faire le point sur quels sont les défis pour nous aujourd'hui. Il y a d'abord tout ce qui est lié à la veille et la compréhension du phénomène. Donc, il est aujourd'hui difficile pour nous d'identifier une seule menace, aussi par rapport à la variété des sources et des plateformes qui sont utilisées. Donc, brièvement, pour nous, les défis actuels sont l'identification de cette
poignée de soutien qui administre l'essentiel du contenu et crée l'essentiel du contenu. Je parle non pas de la propagande officielle, mais l'essentiel du contenu qui paraît massif, mais qui est une fois encore, comme l'a dit très bien Laurence, de faible qualité et qui ne répond plus à cette espèce d'hollywoodisation de la propagande, mais qui reste, qui est encore marqué par la violence et par l'opportunisme et d'utiliser l'actualité de nos pays pour essayer de galvaniser leur soutien en ligne. Nous avons aussi identifié une problématique qui est pour nous essentielle, c'est la multiplication de nouvelles marques et le merge, la réunification de certaines autres qui font que aujourd'hui le message est de multiples façons amplifié, non seulement par les soutiens de l'État islamique eux-mêmes, mais aussi en dehors des sphères de soutien, mais plutôt des sphères d'observation. L'autre défi, il est au niveau de la diffusion et de l'identification, donc en travaillant de consort avec les plateformes. Donc, tant en termes de propagande qu'en termes de communication entre djihadistes dans la perspective de commettre des activités terroristes, non seulement en ligne, mais hors Internet. Il est très difficile aujourd'hui de pouvoir identifier des personnes qui seraient responsables derrière. Nous savons qu'il s'agit juste d'une poignée de résistants qui aident notamment les supporters les moins techie savvy, donc les moins aptes à voyager entre ces plateformes, à pouvoir se repérer. Donc l'utilisation de ces plateformes est très problématique pour nous et à la fois nous a permis sur les 2 dernières années de procéder à soutenir de multiples enquêtes qui ont permis de nombreuses arrestations liées au milieu djihadiste en ligne. Donc je reviens sur l'essentiel. Aujourd'hui, des acteurs pivots permettent d'assurer la continuité de l'activité opérationnelle de l'État islamique en ligne. Nous avons par exemple, lors de l'attaque de Vienne, étudier le phénomène et la façon dont ils opèrent aujourd'hui pour faire en sorte que l'État islamique donne cette impression d'être vraiment très présent dans la guerre contre l'information. Mais ils opèrent aujourd'hui dans des plateformes chiffrées essentiellement qui ne sont pas accessibles par les citoyens qui ne chercheraient pas à y accéder ou qui n'utiliseraient pas ce genre de plateforme. On parle des plateformes comme Hoop Messenger qui reproduit exactement les qualités opérationnelles que Telegram pouvait donner au groupe pour diffuser sa propagande, ou des plateformes chiffrées et encore plus problématiques pour l'identification qui reposent sur des protocoles isolés comme Conversation, qui est une application de messagerie et de communication qui est très difficile d'accès, ou encore le serveur TechHaven qui est soutenu par le service RocketChat. C'est une plateforme décentralisée et une instance qui est difficilement pénétrable et qui est pour nous problématique car il est impossible pour nous de faire du déréférencement auprès de ces plateformes. Ces acteurs pivots multiplient le nombre de chaînes et de chats, ils modulent et créent, rééditent les organes de propagande et les publications de l'État islamique. Laurence l'a très bien décrit, je passe sur cela. Et puis ils sont bien souvent responsables de la navigation, donc des soutiens de l'État islamique en ligne, les faisant passer de ces applications de messagerie vers des applications ou des sites web qui permettent d'avoir tout un répertoire de la communication du groupe, mais aussi de les amener dans des sphères beaucoup plus secrètes pour la préparation d'activités terroristes. Aujourd'hui, pour nous, depuis 2019, il est clair que ces acteurs pivots sont responsables de plus de 85% de ce qui est actuellement la production de l'État islamique et je dirais de la diffusion
diffusion, clairement, de la propagande de l'État islamique. Quel est l'état de la propagande 2020-2021? Donc nous avons publié en début d'année un rapport qui fait l'état des lieux en fait de quel est le message aujourd'hui essentiel et quelles sont les implications géopolitiques de la propagande des groupes djihadistes. Donc je vous invite peut-être à consulter aussi ce document. Très rapidement, la ligne officielle, donc la propagande officielle de l'État islamique, reste la même, très standardisée, unidirectionnelle, qui se concentre essentiellement sur les communiqués pour magnifier en fait les activités militaires du groupe. On voit une claire différence sur les éléments de focus du groupe aujourd'hui, se concentrant plutôt sur donc l'Afrique de l'Ouest, aussi l'Afrique centrale, et parfois surfant sur les insurrections locales comme au Mozambique ou en Ouganda. Clairement un focus sur les territoires de l'ancien califat en Irak et en Syrie, avec une multiplication des communiqués sur la bande de territoires où ils essayent de rétablir en partie leur position militaire, et puis un focus sur la province de Khorasan, donc Afghanistan, et puis tout ce qui est lié au continent subindien. Et puis dans la communication officielle, tirer avantage surtout et encore des attaques qui peuvent être commises dans les territoires des ennemis définis de l'État islamique. Pour nous, ce qui est essentiel en termes d'analyse et d'identification, c'est peut-être l'identification des acteurs pivots. Il est parfois difficile d'établir si la communication officielle de l'État islamique est vraiment le fait des activités militaires centralisées par le groupe, ou si c'est exactement encore une question d'opportunité. Les vidéos qui viennent par exemple des soldats de l'État islamique, entre guillemets, en Afrique, sont réédités par Hamac, encore et toujours, mais la qualité est bien moindre et il est très difficile de savoir si il existe un réel lien organique entre ces activités locales et la ligne officielle. Même si les attaques commises sur le terrain répondent bien souvent aux éditoriaux du magazine Al-Naba, et notamment, comme Laurence l'a précisé, des campagnes qui incitent les supporters de l'État islamique à aller libérer les soldats de l'État islamique dans les prisons, ou encore à attaquer les infrastructures les infrastructures gouvernementales dans les pays dans lesquels ces groupes agissent. Pour ce qui est des acteurs pivots, il s'agit d'amplifier le message, donc de créer des campagnes, d'inciter les soutiens de l'État islamique à soutenir le message du groupe en ligne, et donc de coordonner la diffusion et la traduction de ce qui est fait par les officiels de l'État islamique. Laurence l'a précisé, dans le passé, il y avait plusieurs magazines et il y avait beaucoup de soutien à l'intérieur du département médiatique de l'État islamique pour faire cette traduction. Aujourd'hui, elle repose essentiellement sur ces acteurs pivots qui n'ont aucun lien organique avec l'organisation. Ils sont aussi responsables donc de la navigation des soutiens et créent des répertoires dans à peu près toutes ces plateformes qui sont très difficiles pour nous de pénétrer et surtout d'identifier ces acteurs pivots. Donc pour revenir sur les défis majeurs aujourd'hui très rapidement, la variété et la volatilité des sources, l'identification des acteurs qui sont responsables de l'essentiel de la diffusion aujourd'hui, pour ce qui est de la propagande et de la communication, la collection pour nous des e-evidence, puisque c'est essentiel dans notre travail, et la judiciarisation de ces données. Nous travaillons
aujourd'hui à rendre beaucoup plus pédagogique notre travail, à travailler non seulement avec l'industrie, mais aussi avec les autorités judiciaires et avec les enquêteurs dans chacun des pays membres qui participent à nos activités, afin d'expliquer comment nous pouvons ensemble travailler à l'identification des responsables. Pour ce faire, nous avons aussi développé le projet Sirius, je peux y revenir s'il y a des questions sur ce projet, qui permet de donner aux enquêteurs et aux magistrats la possibilité de communiquer sur ces questions-là, mais aussi tout ce qui est template et modèle pour pouvoir demander aux plateformes en ligne de coopérer avec les autorités judiciaires pour l'identification de suspects dans des enquêtes de propagande en ligne ou de communication en ligne en vue de commettre des actes terroristes. Pour nous, le plus gros défi, c'est d'adapter nos outils en permanence, d'être agile et de pouvoir collecter le maximum d'informations. Et puis enfin, un de nos défis majeurs et un des défis majeurs, je pense, pour faire en sorte que cette propagande n'ait pas l'écho qu'elle souhaite avoir, c'est aussi réfléchir tous ensemble à la façon dont nous reproduisons le message, et ce qui est en fait un des objectifs essentiels de l'État islamique, qui a créé toute cette infrastructure et a mis en place tout ce système de communication afin d'être reproduit par les médias traditionnels et donc d'exister sur la scène internationale par le biais de cette vague de diffusion de contenu, non seulement pour recruter mais aussi pour nous faire peur et nous demander de leur donner la plus grande attention, ce que nous faisons notamment par le biais de nos médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Juste pour vous donner un tout petit exemple, après l'attaque de Kaboul, de l'aéroport de Kaboul, le communiqué de revendication de l'État islamique avait été vu 300 fois sur l'essentiel de ces plateformes que je vous projette actuellement. Il a été vu 16 000 fois en moins d'une heure grâce à la reproduction en fait du communiqué tel quel par les médias et les observateurs du phénomène. Voilà, donc c'est une question comme ça en suspens qui est intéressante à notre avis, d'ouvrir et pour nous, du côté des forces de l'ordre, communiquer beaucoup plus sur ce que nous faisons pour éviter aussi cette problématique du manque de sources et d'informations pour les observateurs du phénomène. Merci. Merci beaucoup, Camille. Si vous pouvez juste vous remettre en mute pour éviter l'écho, ce serait parfait. Ouais, merci. Là encore, une présentation très riche et je vais procéder comme avec Laurence, c'est-à-dire que je vais lister un certain nombre de questions et puis vous aurez le temps d'y réfléchir pendant que Laurence, elle, répond aux questions que je lui ai déjà posées. Il y a d'abord des questions probablement assez simples, très factuelles là encore, et liées notamment au vocabulaire. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer précisément la différence entre déréférencement et suppression? Première chose. Ensuite, autre question sur la différence entre les applications chiffrées et le dark web. Une question étant spécifiquement formulée de la manière suivante. Est-ce que, avec le projet Percy, vous ne craignez pas que les groupes migrent des applications chiffrées vers le dark web? Ensuite, autre question sur les acteurs pivots. Est-ce que les acteurs pivots sont toujours conscients du type de contenu qu'ils diffusent? Encore une fois, je liste toutes les questions, ne sont pas forcément du même registre, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur votre unité? Notamment, on a eu en France de la communication publique autour de Pharos, expliquant qu'il y avait un besoin d'augmentation du staff de Pharos, et ce besoin a été en partie rempli avec, je crois, un doublement du staff. Est-ce que vous avez le même type de montée en puissance du côté d'Europol, et est-ce que en termes de volume, vous êtes comparable à une unité de type Pharos, ou est-ce que vous êtes plus important? Sur le même ordre d'idée, sur la coordination entre le niveau national et le niveau européen, comment est-ce que vous fonctionnez avec ces unités? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des personnes détachées? Bref, comment ça fonctionne?
sur le lien entre online et offline, sur les serveurs. Est-ce que vous arrivez à saisir physiquement des serveurs ou est-ce que vous les détruisez par des moyens cyber? Là encore, comment ça se passe? Et si vous les saisissez physiquement, où est-ce qu'ils se trouvent? Comment ça se passe? Comment, là encore, se passe la coordination avec la police sur le terrain? Pour ce qui est de l'opération de 2019 que vous avez décrite, est-ce qu'elle avait aussi un volet judiciaire? Et le cas échéant, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Et là encore, sur le volet judiciaire, une question, alors qui n'est pas directement liée à votre présentation, mais qui est liée en revanche à la thématique. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre États membres européens sur les lois qui permettent de lutter contre le djihadisme en ligne? Par exemple, est-ce que la consultation des contenus djihadistes est interdite dans certains pays? Il y a eu des tentatives pour l'interdire en France et comme vous savez, le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre. Autre exemple, il arrive qu'en France, certains propagandistes soient poursuivis sur la base d'incrimination de propagande terroriste, mais parfois sur la base d'association de malfaiteurs terroristes, avec des peines potentiellement beaucoup plus lourdes. Donc là, est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement une vision un peu large, panoramique, des incriminations utilisées en Europe et des peines encourues pour ce type d'activité? Et puis, peut-être une dernière question sur un aspect qui n'a pas été abordé, mais qui est le financement par les crypto-monnaies notamment. Est-ce qu'on voit que ça se développe? Et si oui, quelles mesures peuvent être prises contre ce phénomène? Voilà, je passe tout de suite la parole à Laurence pour répondre à toute ou partie des questions qui lui ont été adressées, sachant qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Merci. Merci Marc. Alors, j'ai noté effectivement, alors, sur les nouvelles plateformes, je crois qu'on a eu une bonne partie des réponses dans les slides de Camille. Effectivement, il y a RocketChat, Element pour ce qui est, pour ce qui sont des plateformes les plus, on va dire, les plus utilisées, les plus stables. Mais dans les slides de Camille, on voyait vraiment le large panel euh, qui incluait également Twitch, Discord, euh, bon, conversation, etc. Ensuite, on a également toujours l'émergence de contenus de l'État islamique et d'Al-Qaïda sur des sites web. Encore une fois, un des grands dilemmes pour la propagande et pour la communication numérique de ces groupes-là, en fait, c'est d'une part de garder une stabilité et une sécurité opérationnelle, donc quelque part d'être tranquille dans sa sphère, dans ses plateformes, mais de pouvoir communiquer également auprès du plus grand nombre. Donc, dès que les responsables numériques peuvent faire émerger ces contenus sur des sites, dans des lieux qui peuvent être trouvés via tout simplement un moteur de recherche, mais pour eux, c'est évidemment une aubaine. Donc, on voit régulièrement l'émergence de sites web qui agrègent des larges archives de NABA, de vidéos, d'anciens contenus de communiqués, et qui agrègent avec ça des communiqués d'actualité. Voilà. Donc ça existe toujours. Voilà pour les plateformes. Ensuite, pour répondre à la question de la communication opérationnelle. Alors, tout ce qui est opérationnel, il y a des éléments opérationnels qui sont inclus dans ce que j'appelais au sens large la propagande. C'est-à-dire que la propagande, c'est à la fois les grandes lignes stratégiques, mais également un certain nombre de conseils tactiques, de recommandations tactiques, à la fois en offensif et en défensif. On a des partages de tutoriels sur des maniements d'armes, on a des partages de cagnottes de fundraising, etc., etc., en offensif. Et puis en défensif, on a également régulièrement des communications qui sont partagées sur la manière euh, euh, de naviguer sous les écrans radars, de garder une bonne sécurité opérationnelle en ligne, sur la manière d'utiliser des VPN, de naviguer via Tor, de maintenir un bon anonymat, etc., etc. Donc, tous ces conseils opérationnels sont prodigués au milieu d'autres éléments plus larges de propagande. Ensuite, pour ce qui est de la communication vraiment opérationnelle au sens strict, qui est par exemple la coordination ou la préparation d'une attaque, évidemment ça se voit pas sur les groupes Telegram ou sur RocketChat. Ce sont
des communications qui sont en one-to-one et donc sur des plateformes beaucoup plus, enfin pas accessibles en tout cas à une tierce personne. Ça peut être par exemple des Trima, des Conversation, des plateformes comme ça, mais on n'a pas de coordination d'attaque sur ce type de plateforme, ou alors c'est vraiment le fait de personnes très peu au fait de la sécurité opérationnelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Il y avait également une question sur le morcellement. Je dirais que bon, certaines plateformes se prêtent davantage à certains types de contenus, hein, évidemment. Par exemple, si un compte pro-djihadiste s'ouvre sur Instagram, il aura plus tendance à poster des posters que des longs communiqués ou des longs magazines parce que le format de la plateforme s'y prête davantage. Mais grosso modo, sur les plateformes qui actuellement ont le vent en poupe, sont stables depuis un certain nombre d'années, je pense en particulier à Rocket Chat, il y a de tout. En fait, il y a de tout. Il y a des communiqués, des vidéos, des audios, etc., etc. J'avais également une question sur les différences entre l'État islamique et Al-Qaïda et sur la communication, notamment au Sahel, par région. Alors, je vais essayer de répondre, mais assez brièvement. Je vous renvoie pour ça. En fait, j'ai écrit un article il y a quelque temps avec Raphaël Gluck qui est paru sur Gnet, mais également en français sur Slate, sur les différences entre la stratégie numérique de l'État islamique et la stratégie numérique d'Al-Qaïda, où en fait on explique que les deux groupes ont des différences assez nettes de positionnement qui vont s'incarner dans la stratégie numérique. Alors très rapidement, l'État islamique est plus dans le court terme avec la construction d'un califat maintenant dans le court terme imposé par la violence. Al-Qaïda est plus dans la conquête des cœurs et des esprits avec l'instauration de ce même type de structure, mais dans un plus long terme. L'État islamique, en termes de radicalité, va être davantage davantage radical en termes d'excommunication. Al-Qaïda l'est moins, notamment vis-à-vis des populations chiites et des populations sunnites qui ne rejoignent pas son dogme. Et en fait, en termes de recrutement, et ça va être important pour la stratégie numérique, l'État islamique a voulu vraiment recruter tous azimuts, alors qu'Al-Qaïda a une démarche un peu plus élitiste. Et donc tout ça s'incarne, ça se retrouve dans la stratégie numérique. Al-Qaïda a une stratégie numérique qui est beaucoup plus parcimonieuse que l'État islamique. Il va publier des communiqués ad hoc quand nécessaire, alors que l'État islamique, lui, tente d'être, en tout cas a été et tente d'être toujours dans une stratégie de débordement, avec une sorte de mise en place d'une sorte de guérilla en ligne pour toujours pousser ces contenus vers des plateformes virales, vers des plateformes les plus grands publics possibles, de manière à recruter de manière très large, ce que ne cherche pas à faire, enfin en tout cas ce que cherche moins à faire Al-Qaïda. Également en termes d'ultra-violence, il y a une médiatisation de l'ultra-violence par l'État islamique qui ne l'est pas par Al-Qaïda. Et alors, pour répondre à la question de la géographie, notamment au Sahel, je crois que le Sahel, en fait, c'est un bon exemple des différentes structures des médias, des deux groupes. En fait, l'État islamique a mis en place une machinerie qui repose sur un réacteur, un réacteur central qui sont les grandes agences officielles, et puis tout autour, en cercle concentrique, vont graviter des acteurs pivots, par exemple, qu'appelle Camille, etc., etc. Mais tout est très centralisé. Historiquement, tout est très centralisé, et le IGS, à partir du moment où le IGS a été accepté dans le giron de l'État islamique par al-Baghdadi, le IGS va pouvoir envoyer ces contenus de manière centralisée, et ils sont republiés par Nashir, par Amaq, etc. Mais ils sont brandés par les agences officielles du groupe. Donc tout ça
ça passe par la structure centrale, ce qui montre qu'à minima, avec l'Afrique, il y a une coopération en termes médiatiques. Ça me paraît assez clair qu'il y a cette coopération. Pendant plusieurs mois, on va dire qu'une semaine sur deux, la une de Adnaba portait sur le VGS et sur les actions en Afrique. Al-Qaïda, la structure média s'est développée de manière différente. C'est plutôt une structure en râteau qu'une structure en cercle concentrique, avec une certaine autonomie des médias locaux. Donc, le Jenim s'appuie sur un média qui s'appelle Al-Zalaka, Acme s'appuie sur Al-Andalus. Et ces médias ont leur propre logo, leur propre template, et ont une certaine autonomie éditoriale, on va dire, à la fois en termes sur le fond et à la fois sur la forme. Et en termes de logo, chacun a son propre logo, mais néanmoins, avant les vidéos ou régulièrement lors de communiqués, on voit l'apparition de plusieurs logos des médias du groupe, donc Zalaka, Andalus, Malahim pour ACPA, Sahab pour Al-Qaïda centrale, etc., qui illustrent bien la volonté du groupe de garder une homogénéité et une cohérence de marque à une époque où le groupe est extrêmement décentralisé et où un des dangers qu'il guette, c'est finalement l'émiettement et une très forte décentralisation. Voilà pour tout ce qui est, Al-Qaïda et le au Sahel. Et un mot pour finir sur le continuum, en fait, entre, on va dire, entre l'islamisme radical et le djihadisme. C'est une question qui est longue et complexe. Je ne vais pas avoir le temps de développer là. Actuellement, il y a effectivement des actions menées par le gouvernement qui reprochent à des fondations islamistes radicales de surfer sur les mêmes thèmes que les groupes djihadistes et en quelque sorte d'attiser les griefs, de préparer le terrain en termes de frustration, de rancœur, de ressentiment pour que ce soit un parfait terreau de radicalisation. Voilà. Et donc, malgré un positionnement non violent, le gouvernement reproche à ces fondations ou ces associations d'amplifier un sentiment de désocialisation, le sentiment de ne pas être intégré pleinement à la société française, de désaffiliation, et au-delà de ça, sur la guerre qui serait menée face à l'islam au niveau national et au niveau international, ce qui suscite évidemment un sentiment de menace existentielle qui nécessiterait une réaction, sinon violente, du moins vigoureuse, si on veut se défendre contre ça. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Il nous reste 4 minutes, mais Camille, comme vous avez beaucoup de questions, je vous laisse 4 minutes de plus, mais on va essayer de pas trop déborder quand même. Et j'indique simplement que dans le fil question, il y a une réponse qui a été apportée sur la taille de Pharos, actuellement 55 personnels et 4 pour la cellule veille et blocage administratif qui est rattachée à Pharos. Donc on va voir, pour ce qui est d'Europol, Camille va pouvoir nous éclairer davantage. Camille, je vous laisse la parole. Merci Marc. Alors très rapidement sur notre unité. Nous sommes une unité qui est composée aujourd'hui d'une petite trentaine de personnes. Nous étions 13 en 2015. Donc oui, il y a eu un recrutement, mais qui s'est fait sur la base du travail et du soutien opérationnel que nous essayons de donner aux États, et aussi sur la base des outils techniques que nous essayons de donner aux États. Donc Percy, notamment, je fais la transition entre chacune des questions. Je vais essayer de rassembler mes réponses comme ça. Percy, donc la future plateforme de déréférencement au niveau européen, va être développée à l'intérieur d'Europol et elle va permettre une communication beaucoup plus directe entre les unités de déréférencement et l'industrie, donc les hébergeurs en ligne, et une possibilité d'envoyer notamment des commissions, des demandes judiciaires aux plateformes pour aussi communiquer peut-être des données que nous intégrerions dans nos enquêtes. Le déréférencement, la différence entre déréférencement et suppression, le déréférencement c'est le travail donc du citoyen, mais des institutions comme la nôtre et comme
Pharos. L'idée, c'est de flaguer, donc d'envoyer aux hébergeurs en ligne les liens qui pointent vers du contenu terroriste qui serait hébergé sur leur plateforme, pour qu'ils revoient et qu'ils réévaluent le contenu que nous avons identifié par rapport à leurs conditions générales d'utilisation. Il faut savoir que la suppression n'est pas possible sur la majorité des hébergeurs sans le consentement des hébergeurs. On ne supprime pas, nous, directement le contenu. Et c'est à la discrétion des plateformes de savoir si elles veulent héberger du contenu terroriste. Il nous arrive d'envoyer, dans certains cas, par le biais des autorités judiciaires, des demandes de suppression, mais c'est toujours à la discrétion des hébergeurs en ligne. Donc c'est une coopération qui est essentielle pour nous dans notre travail. Pour ce qui est du déréférencement, notamment auprès des applications que j'ai essayé de décrire plus ou moins, enfin en tout cas de cartographier, ces applications chiffrées sont très compliquées pour nous pour le déréférencement. Et puis le problème aussi, c'est quand les serveurs et les sites web sont directement administrés par les djihadistes. Mais comme l'a rappelé encore Laurence, et comme j'ai pu dire dans ma présentation, l'essentiel pour eux, c'est quand même de rendre publique cette propagande. Donc, quant à la question des applications chiffrées et du dark web, oui, il y a une utilisation du dark web, du peer-to-peer, etc. L'idée étant quand même de venir sur les plateformes comme Twitter, Facebook, pour toucher le plus grand nombre. Il est vrai que l'utilisation du dark web pour les archives ou pour un cercle de supporters beaucoup plus à même de naviguer sur Internet, ça leur permet aussi d'avoir une certaine sécurité opérationnelle, d'exister sur la durée et de pouvoir rediffuser certains types de contenus, même rééditer. Et c'est essentiel, mais c'est pas là l'essentiel de nos activités de déréférencement. C'est là l'essentiel de nos activités opérationnelles pour savoir qui est responsable de cela. Et effectivement, nous avons aujourd'hui identifié une poignée d'acteurs pivots qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, qui ont permis dans les minutes et les jours qui ont suivi l'action de déréférencement massive et qualitative que nous avons coordonnée avec Telegram, de faire en sorte que les chaînes Nashir et les chaînes de soutien brandées de l'État islamique continuent d'exister sur toutes les plateformes que j'ai citées. Ces acteurs pivots sont essentiels à la stratégie de communication aujourd'hui, et ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Ils permettent d'amplifier la communication unidirectionnelle et vraiment centralisée de l'État islamique aujourd'hui, et lui donner une autre image aussi, une autre ampleur, puisque les campagnes, les posters et toute cette partie de la propagande qui est rapide, efficace et puis qui répond à notre demande de sensationnalisation dans la façon de créer l'information, repose sur eux. Pour ce qui est de la coordination en fait entre nous et donc des unités comme en Pharos, voilà, nous avons un réseau d'unités de déréférencement. Donc, et nous avons aussi le mandat de soutenir les enquêtes. Donc, il s'agit donc d'une coordination entre ces unités de déréférencement, Pharos faisant partie des acteurs pionniers du développement de notre application actuelle Irma, qui nous permet de faire simplement du déréférencement vers certaines plateformes, mais aussi dans le développement de Percy pour pouvoir aussi faire en sorte que cette coopération soit beaucoup plus efficace, et notamment au niveau des requêtes judiciaires ou des requêtes pour la préservation des données, au vu de l'identification de personnes responsables de cette diffusion. La coordination se fait donc dans
de façon régulière. Mais oui, effectivement, nous pouvons être aussi, le personnel d'Europol peut être détaché de façon ponctuelle pour certaines missions d'identification, et notamment pour la saisie de devices, de serveurs, de téléphones ou de matériel qui aurait été utilisé soit pour la préparation d'attaques, soit pour la diffusion de contenu. Donc oui, il y a une coordination qui se fait, et le personnel Europol peut être déployé pour des raisons techniques ou pour des raisons aussi stratégiques pour faire l'évaluation du contenu qui a été identifié. Nous venons aussi nous travaillons beaucoup avec les autorités judiciaires, et notamment pour l'opération de novembre 2019. Oui, il y avait un volet judiciaire qui avait été organisé aussi avec Eurojust. Mais il a été très très difficile puisque, comme je l'ai mentionné, certains hébergeurs en ligne ne sont pas du tout coopératifs avec les autorités judiciaires, et donc pour l'identification, il fallait compter sur les opérateurs qui se rendent disponibles. Mais oui, c'est effectivement très important pour nous, et les autorités judiciaires participent à beaucoup de nos projets, notamment le projet Sirius, qui permet de donner des clés pour faire des requêtes auprès des hébergeurs ou pour discuter en fait de la technicité de la recherche et de l'analyse du contenu en ligne. Pour ce qui est des incriminations et des peines encourues, alors il nous arrive aussi, sur la base des rapports que nous produisons pour le soutien aux enquêtes, d'être appelés comme experts à la barre. Et effectivement, la jurisprudence est très très différente entre États membres. D'ailleurs, la loi et l'incrimination est très différente. Je commencerai par la base. Il n'y a pas d'harmonisation européenne de la rétention des données par les hébergeurs. C'est déjà une question qui est en permanence soulevée par les autorités judiciaires et par les enquêteurs pour savoir comment faire pour récupérer de la donnée et identifier en fait les personnes qui sont responsables quand il n'existe pas de rétention de données par les hébergeurs, ou pas d'obligation de rétention de données par les hébergeurs, par exemple en Allemagne, et le délai est d'1 an en France. Donc quand nous identifions par exemple un serveur et que celui-ci est hébergé en Allemagne ou est hébergé dans un autre pays qui n'a pas la même politique que le pays qui a ouvert une enquête, cela devient très très compliqué. Donc cette harmonisation de la rétention des données est une question importante pour nous. Et l'autre question, c'est l'incrimination. Effectivement, il y a des États dans lesquels la diffusion et la consommation sont pénalisables, et ce n'est pas le cas dans d'autres. Pour donner encore d'autres exemples, cela dépend aussi de l'engagement des personnes qui se retrouvent suspectées dans des affaires de diffusion de propagande ou d'incitation à commettre des attaques terroristes. Cela va dépendre des juridictions, de la pédagogie que les enquêteurs ont pu avoir avec les juges, et puis de la connaissance du milieu cyber et de l'organisation terroriste en soi. Conduire le djihad en ligne, c'est essentiel pour des groupes comme l'État islamique, et ça a été d'ailleurs dit à de multiples reprises par le commandement. Cela fait partie de la stratégie militaire du groupe. Certains pays et certaines juridictions ont conscience de cela, et donc les peines vont être plus lourdes. On voit qu'aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus de condamnations pour association de malfaiteurs et participation à une organisation terroriste dans le cadre d'enquêtes et de procès contre des propagandistes qui donneraient par exemple un soutien opérationnel à la structure médiatique de l'État islamique en ligne. Mais encore une fois, cela va dépendre de l'État. Malheureusement, cela va dépendre aussi beaucoup du fait que un État ou un autre a été beaucoup plus victime, je vais dire, des attaques terroristes répétées qui ont été revendiquées par l'EI. Et puis, cela aussi va dépendre de la façon dont les rapports d'enquête sont présentés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons tous, au niveau européen,
faire un peu plus de pédagogie sur ce que nous analysons en ligne. Et pour finir, pour ce qui est en fait du financement, oui, c'est une question. Les campagnes de financement en ligne sont aussi un défi pour nous. Nous avons observé l'année dernière, par exemple, certaines campagnes qui incitaient les supporters de l'État islamique à tuer des forces de l'ordre pour un bitcoin qui à l'époque valait l'équivalent de 60 000 $. Il y a ce genre d'appel, et puis il y a les campagnes de financement des femmes et des de la vie des femmes et des enfants dans les camps, ou de soutien aux acteurs et soldats de l'État islamique dans les régions citées, comme l'Afrique de l'Ouest, le Grand Sahel. Mais c'est un volet qui est beaucoup plus discret et qui demande beaucoup plus de temps. Et souvent, il y a des interpénétrations pour faire le lien avec ce que disait aussi Laurence, avec des milieux islamistes radicaux et non plus djihadistes. Et c'est vrai que cette limite elle devient de plus en plus floue. On l'a vu notamment sur les dernières attaques qui ont eu lieu sur le territoire français, où parfois il s'agissait d'attaques revendiquées par la mouvance djihadiste et d'autres fois d'attaques qui avaient pour inspiration des mouvements islamistes radicaux ou des gens plus ou moins fanatiques venant donc qui n'étaient pas français ou citoyens français, mais qui ont attaqué la France parce que il y a comme ça une cristallisation autour de la politique française qui est très opportuniste pour les mouvements d'islamisme radical. Merci beaucoup, Camille. Il me reste à vous remercier toutes les 2 chaleureusement, Laurence et Camille, pour vos interventions. Je crois vraiment que c'était très utile et qu'on a appris beaucoup de choses. On ne peut pas vous applaudir, en ligne. En revanche, il y a un questionnaire qui a été diffusé là sur le chat. Je ne connais pas le contenu du questionnaire, mais j'imagine qu'on peut vous féliciter chaleureusement, par écrit dans ce questionnaire. Donc vraiment merci à vous. Merci aussi à Radar, d'avoir assuré la logistique de ce séminaire. Et puis à bientôt peut-être pour un nouveau séminaire du Radicalization Awareness Network de la Commission européenne. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Marc. Merci.